Bonjour à toutes et à tous. Donc Emmanuel Bonardo, moi je suis agriculteur dans la plaine de la Saône, à Bonencontre exactement. Et l'exploitation, donc c'est une exploitation à vocation céréalière, 250 hectares, en mentionnant particulièrement des cultures qui sont où ça ne nécessite pas d'apport d'azote. Donc il y a 55 hectares de soja sur lequel, parenthèse, on est rémunéré en fonction du taux de protéines. Et le taux de protéines des sojas qui sont analysés et récoltés sur l'exploitation varie de 44 à 47 euh, suivant la qualité de l'inoculation. Donc, parenthèse, voilà, on fait très attention à l'inoculation du soja au moment du semis pour que on arrive à capter l'azote de l'air. Donc, premier élément. Et deuxième culture qui est indépendante d'apport d'azote aussi sur l'exploitation, c'est la production de trèfle semences avec Valunion, la coopérative Valunion, et donc 25 hectares sur l'exploitation qui là aussi sont indépendants d'apport d'azote puisqu'ils sont capables de fixer l'azote de l'air également. On va parler un peu des échanges que vous effectuez et de l'organisation que vous mettez en place. Alors Monsieur Bonardo, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel type d'échange vous effectuez, depuis quand et à quelle fréquence? Alors donc le principe sur lequel on fonctionne avec Monsieur Lamarre, c'est un principe d'échange paille-compost depuis une douzaine d'années maintenant. Donc les deux exploitations, je le précise, ne sont pas voisines, hein, puisqu'on est distant de 90 km l'un de l'autre, mais on a organisé un système via des camions à fond mouvant qui permettent de transférer la paille dans un sens, la paille en botte, et puis le compost en retour. Donc on optimise déjà le transport entre les deux. Euh, et puis on s'est basé en fait en termes économiques, on s'est basé sur la valorisation du compost d'un côté et la valorisation de la paille de l'autre. Alors, la valorisation du compost, c'est basé sur une analyse qui a été fournie par M. Lamarre, analyse qui s'est appuyée sur les trois éléments fertilisants principaux, l'azote, le phosphore et la potasse. Et donc, on a un coût qui a été estimé à 20 euros la tonne, voilà, sur la partie compost. Et puis, la valorisation de la paille, c'est 20 euros la tonne, la paille en andin derrière la moissonneuse-batteuse. Donc, à partir de là, on a trouvé un système qui permet d'équilibrer aussi l'économique par rapport au chargement des camions. Je m'explique. Dans un camion, un fond mouvant, quand on met de la paille, on va mettre 13 à 14 tonnes de paille. Voilà. Et en retour, on va ramener 28 à 30 tonnes de compost. Donc, en fait, l'équilibre sur lequel on s'est mis d'accord, c'est cet équilibre de 1 tonne de paille contre 2 tonnes de compost. Et pour équilibrer la partie économique, donc on a décidé que ce soit moi qui prenne en charge le pressage de la paille. Donc je fournis la paille en botte, bien sûr, à M. Lamarre. Donc le pressage de la paille est à ma charge. Le chargement des camions est à ma charge aussi côté paille. Et puis, l'épandage du compost, bien sûr, est à ma charge également. Et puis, on a partagé le coût du transport, qui est à environ de 400 euros l'aller-retour du camion. On l'a partagé en deux, c'est-à-dire qu'on a 200 euros chacun à notre charge entre Monsieur Lamarre et moi au niveau du coût du transport. Voilà comment on a équilibré cet échange de fonctionnement. Donc, ça veut dire qu'en clair, en termes d'organisation, dès que la moisson est terminée, moi, j'ai un prestataire qui fait le pressage de la paille.
On empile les bottes en bout de champ, voilà, prêtes à être chargées dans le camion. Le camion commence les allers-retours, donc on charge les camions de paille, et puis déchargement du camion chez Monsieur Lamarre, déchargement du camion de paille, et rechargement du compost pour retour chez moi et déchargement du compost. Et puis ensuite, quand tout le compost est rentré sur l'exploitation, c'est-à-dire dans le courant août, globalement, on passe à l'épandage du compost proprement dit sur chaume, c'est-à-dire qu'en fait, le compost est épandu à partir du moment, enfin sur chaume de céréales, parce que la paille est exportée. Voilà. On met en place le compost en remplacement de la paille. Ce qui permet en règle générale, d'avoir un épandage de compost en précédent d'orge d'hiver ou de colza s'il y a du colza derrière, ou éventuellement de maïs si la culture est plus une culture de printemps. Voilà un peu le principe sur lequel on fonctionne. Alors, je précise également qu'on fonctionne en échange trèfle-compost, trèfle-compost, oui, je dis bien. C'est-à-dire qu'en fait, sur la partie des 25 hectares trèfle-semence, on fait une précoupe du trèfle début mai, et cette précoupe ne peut pas être valorisée sur mon exploitation. Et par contre, cette précoupe, elle intéresse Monsieur Lamarre. Donc, la précoupe de trèfle, sur le même schéma un petit peu que la paille, le trèfle est pressé, non enrubanné, chargé dans les camions, et puis départ pour l'exploitation de M. Lamarre, et M. Lamarre enrubane le trèfle chez lui. Voilà. Et puis en retour, pour valoriser également l'aller-retour, optimiser le transport camion, il y a un retour de compost qui se fait en contrepartie de ce trèfle. Vous, au niveau de ces échanges, pardon, quels avantages vous pouvez en tirer? Alors, moi l'élément que je cherchais par rapport à l'apport de matière organique sur mes sols, moi j'ai une partie de l'exploitation très clairement qui sont en limon battant avec 1% de matière organique, donc des sols très fragiles en termes de structure. Donc je recherchais au travers de l'apport organique une meilleure structuration de mes sols. Voilà, premier élément. Deuxième élément, c'est la fertilisation. Alors, à l'écran, vous avez une analyse de sol qui a été faite 10 ans après, au bout de 10 ans d'apport organique sur mes parcelles. Et donc, ces parcelles n'ont reçu que du compost à peu près 1 an sur 2 en moyenne, et plus du tout d'apport minéral phosphore-potasse. Donc, on continue l'apport d'azote parce que c'est nécessaire, mais les apports minéraux phosphore et potasse ont été totalement stoppés en même temps que a été mis en place l'apport de compost. Et on voit clairement, alors si on avance un petit peu si on déroule un peu l'analyse de sol, quand on regarde le niveau des éléments fertilisants, on s'aperçoit que le niveau des éléments fertilisants est est excellent au bout de 10 ans par rapport à ce qu'on attend d'un sol bien pourvu en éléments fertilisants. Donc ça, c'est déjà quand même un constat et une satisfaction par rapport à cet élément-là. Et donc, je le rappelle, ça, c'est un résultat au bout de 10 ans sans apport de minéraux, phosphore, potasse, uniquement des apports organiques 1 an sur 2. Voilà. Le deuxième élément important, c'est de dire qu'effectivement, pour rejoindre la question de l'apport d'azote, l'apport régulier de compost, avec le constat, l'expérience que j'ai maintenant de 10 ans,
fait que sur certaines cultures, j'ai été obligé de réduire l'apport d'azote minéral, notamment en orge d'hiver, parce que très, très régulièrement, les orges d'hiver étaient ou versées ou dépassaient le taux de protéines. Donc, très clairement, avec l'apport de compost, on a un pied de cuve, si je peux me permettre l'expression, on a un pied de cuve d'azote en permanence dans le sol. Et donc, très clairement, sur des orges d'hiver, il a fallu réduire de 30 unités d'azote l'apport minéral par rapport aux préconisations normales, parce qu'on a ce pied de cuve d'azote qui alimente les cultures qu'on met en place sur les parcelles. Voilà. Et le deuxième élément qui corrobore l'apport d'azote, c'est aussi un constat sur du colza, où on n'a pas le phénomène de fin d'azote, notamment en fin d'automne ou pendant l'hiver, avec l'aspect rougeâtre du colza. On n'a pas ce phénomène de fin d'azote sur les colzas. Donc, on a aussi la preuve là qu'il y a une fourniture d'azote par les apports organiques réguliers, d'ailleurs qui était mentionné par l'intervenant précédent. Et très clairement, on a cette fourniture d'azote, ce pied de cuve en permanence. Donc, il faut absolument en tenir compte dans la fertilisation minérale. Et je le redis, sur certaines cultures où on est tenu par rapport à un taux de protéines encadré comme les orges d'hiver, brassicoles, on peut pas. Il faut absolument ajuster la dose d'azote minéral, sinon on ne rentre plus dans les critères qualité. D'accord, je vous remercie pour ces éléments de réponse sur l'intérêt que vous avez pour vos sols et ce que ça peut apporter. On a donc Monsieur Morène qui fait une remarque qui explique que sur la première coupe de trèfle, on voit la même pratique pour la luzerne chez des céréaliers du Minervois. Donc là, on a une nouvelle question qui est arrivée, donc de Gentiane Maillet. Comment s'est instauré votre partenariat et y a-t-il d'autres échanges de ce type dans votre région? Alors, comment s'est instauré le partenariat? En fait, moi, j'étais à la recherche, je suis stockeur de céréales et notamment de maïs. Et j'étais à la recherche à l'époque, d'une valorisation de mes céréales via un élevage hors sol. Et donc, je m'étais intéressé très clairement à l'élevage porcin qui pouvait permettre de valoriser les céréales et permettre l'apport d'effluents sur l'exploitation pour fertiliser les sols. Voilà, moi, je l'avais envisagé dans un rebouclage de la boucle avec la complémentarité production animale, production végétale. Et pour diverses raisons, le projet ne s'est pas fait, mais dans les entrefaites, j'avais visité un peu différents élevages et c'est là que j'ai fait la connaissance avec M. Lamarre et qui m'a dit est-ce que tu pourrais pas me fournir de la paille? Je suis en recherche de paille et en contrepartie du compost que je pourrais te fournir. Et donc, en fait, ça a démarré comme ça. Alors, je précise que dans notre fonctionnement, on n'a pas de contrat écrit. C'est un contrat moral qu'on respecte l'un et l'autre depuis 12 ans maintenant. On n'a pas de. Voilà, on se met d'accord sur le fonctionnement. Et je dirais qu'on est. On reste d'année en année sur cet équilibre économique qu'on a fixé au départ. C'est-à-dire qu'on n'est pas. En clair, on est indépendant l'un et l'autre des fluctuations et du cours de la paille pour lui et du cours du compost de mon côté. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend une année comme l'année dernière, par exemple, où le cours de la paille a flambé, on n'a pas revalorisé la paille fournie, la paille matière première fournie par rapport à ce contexte économique particulier. Pas plus qu'on va revaloriser le prix du compost par rapport à
à la flambée du cours des engrais qu'on vit à l'heure actuelle. Donc, ça veut dire qu'on est sur un système où, en clair, allez, je vais prendre une expression un petit peu cavalière, mais moi, je vais manger mon chapeau en vendant ma paille un peu moins cher quand le vaudrait peut-être un peu mieux une année où le cours flambe. Et puis, lui va s'y retrouver un petit peu plus par rapport à ça. Voilà, on fait quelque chose qui reste nivelé. Je ne sais pas si je suis assez clair dans mon propos, mais on fait, on fait quelque chose qui est assez nivelé et assez régulier dans le temps en termes pour écréter les fluctuations éventuellement du cours des engrais et de la paille. Voilà. Peut-être juste une petite parenthèse sur la fourniture aussi d'azote par rapport au trèfle semences, parce que j'ai des analyses de reliquats azotés après 2 ans de trèfle semences où on peut avoir entre 80 et 100 unités d'azote de reliquats à l'hectare. Merci beaucoup pour ces données concrètes. Monsieur Lamarre, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre exploitation? Oui, alors Christophe Lamarre. Donc je suis exploitant dans le Haut-Tunois, Saône-et-Loire, où j'exploite avec mon épouse et un salarié. 115 hectares de prairies qui servent à l'élevage de charolais classique, sans mère vache, sans vélage, quoi. Et également un élevage de centuis naisseurs engraisseurs et également des veaux de boucherie en intégration. Voilà, donc j'ai fait la connaissance de M. Bonardo qui souhaitait se lancer dans l'élevage. Et puis suite à nos discussions, on a vu qu'on avait des ateliers complémentaires. Donc moi, je suis venu à l'échange compost paille par le fait que avec les lisiers de porc, je fertilise mes prairies et que donc j'étais en excédent de matière organique que j'épandais en général chez des voisins gracieusement. Et que c'était pour moi plus une contrainte qu'autre chose. Et en discutant avec M. Bonardo, qui m'a fait part, lui, de son besoin de matière organique, on en est venu à faire des échanges paille-compost. Moi, j'ai trouvé un intérêt qui est financier, parce que ça me permet de valoriser mes composts et puis d'avoir de la paille à un tarif intéressant, quoi, à réduire mes charges de paille. Voilà ce que je peux en dire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui dure depuis une douzaine d'années, qui nous apporte satisfaction à tous les deux, puisqu'on n'a pas de contrat écrit, on a juste un contrat moral et qui ne tient que parce que chacun y trouve son compte. Oui, d'accord. Et du coup, là, au niveau de la paille, ça sécurise aussi votre approvisionnement? Enfin, vous pourriez avoir des problèmes pour vous approvisionner si vous n'avez pas cet échange? Alors tout à fait, ça sécurise mon approvisionnement, surtout dans les périodes de tension, dans les périodes de sécheresse, comme les dernières sécheresses qu'on a connues. Alors même si on est tributaire du temps, puisque la production de paille, elle n'est pas tout le temps égale, mais moi ça me permet d'avoir quand même une garantie sur la quantité de paille que je peux avoir, quoi. Étant donné que je reprends toutes les pailles de céréales de M. Bonardo. Oui, d'accord. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter ou est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour? Oh, je peux ajouter qu'on a une vraie complémentarité entre le céréalier et l'éleveur étant donné que je rachète également des céréales qui sont produites chez M. Bonardo et également des trèfles, puisque il produit de la graine de trèfle et donc la première coupe pour lui, il doit être soit broyé, soit exporté, et que pour le coup, moi je récupère, ce qui me fait des protéines pour mes bovins. Ouais, d'accord.
Donc, on a tout intérêt à travailler, je dirais, en bonne intelligence. Oui, oui, à continuer ces échanges et ces Des échanges, voilà, tout à fait. collaborations.